Si vous le voulez bien, nous allons nous positionner en bas de cette scène et je vais demander à nos 4 intervenants de ce matin de bien vouloir nous rejoindre aussi ici, voilà, de part et d'autre, parce que nous allons à présent, allez-y, gardez-le, pour l'instant vous le ferez passer. Voilà, venez, voilà. Nous sommes maintenant à la disposition de la salle pour répondre aux différentes questions et interrogations, réflexions que vous auront apportées cette matinée d'échange et d'expression des différentes expertises qui se retrouvent là. Alors, vous faites juste un signe de main, on vous amène comme ça un micro, on vous a... Voilà. Alors, on va commencer par le président. Monsieur Le Goff, oui, on vous Joël écoute. Le Goff, donc président fédéral. Bravo pour ces 2 tables rondes. Vraiment, elles étaient très bien faites et on a appris plein de choses. Il y a un domaine quand même sur lequel je reste sur ma faim, c'est sur le réchauffement climatique. En gros, si j'ai bien compris, c'est des éléments d'ailleurs que j'avais déjà en tête, on est à 14 degrés de moyenne. Je crois que c'est, je ne sais plus, c'est M. Boeuf peut-être, ou peut-être vous-même qui avait dit ceci. Aujourd'hui, la planète a une température moyenne de 14 degrés. Si on remonte 15 000 ans en arrière, on était à 6 degrés, je crois. On a dû gagner 8 ou 9 degrés. Depuis un siècle, on aurait gagné 1 degré. Donc, effectivement, ce qu'on a gagné à une époque, les 8 degrés qu'on a dû gagner en 7-8 000 ans, ça fait 1 degré par millénaire, ça allait très lentement. Aujourd'hui, on a gagné 1 degré déjà en un siècle, ça s'est accéléré. Et si j'ai bien compris, ça continue à s'accélérer. On va sans doute gagner 2-3 degrés, peut-être même, selon certains experts, 5-6 degrés dans le siècle prochain. Alors ça semble inexorable. Ça semble inexorable, je le dis bien, d'après les propos, d'après les gaz à effet de serre qui se sont développés. Il y a une inertie dans nos économies qui fait que ça semble inexorable. Donc, à minima, même si on freine tout ça, on gagnera encore 2 degrés, peut-être, dans le siècle prochain. Si on ne freine pas, on gagnera 4 ou 5 degrés. Dans tous les cas, il faudra s'adapter. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Vous avez dit qu'il y avait des espèces qui allaient disparaître, qui disparaissaient déjà, et d'autres qui arrivent. Alors, moi qui suis aussi un homme outre-combatif, je suis près de la nature, j'ai un cercle d'amis de chasseurs qui me disent il y a 50 ans, il y avait des perdreaux partout dans nos campagnes. Mais il y en a d'autres qui disent mais il y a 50 ans, il n'y avait pas de chevreuil. Et aujourd'hui, tout le monde apprécie ces petits bambis qui courent dans nos champs. Alors, il y a des espèces qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. C'est inexorable. Voilà, donc comment va-t-on s'adapter? Les espèces s'adaptent plus vite que nous. Mais comment l'homme va s'adapter? Comment les autres espèces animales ou notre environnement va-t-il s'adapter? Est-ce qu'on a réfléchi à ça, à ce devenir inexorable de ces plus 2, plus 3, plus 4, j'en sais rien exactement. Ça dépend du coup de frein qu'on va mettre sur le développement des gaz à effet de serre. Voilà. Quelle est votre réponse? Alors, on peut peut-être avoir plusieurs intervenants. Allez-y, Monsieur Boeuf. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que même à effet constant, c'est-à-dire que si on ne met plus une goutte de CO2 dans l'atmosphère, on paye les 250 ans d'accumulation dans l'atmosphère. Donc, rien que ça, le climat continuera à évoluer au moins les 2-3 siècles qui viennent. Voilà, une première chose. Deuxièmement, je ne connais aucune espèce qui a disparu en France à cause du changement climatique aujourd'hui. Il n'y en a pas. Quand on parle des chevreuils, il y a eu effectivement, lié aux activités synergétiques et puis la gestion des stocks, le fait que le chevreuil a descendu vers le sud, ce n'est pas lié au climat, sinon il serait parti vers le nord. Donc en fait, il ne faut pas tout mélanger. Ce qui est important au niveau des espèces qui s'en vont, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'impact de la pollution et de la destruction des écosystèmes que du climat. Le climat, aujourd'hui, il a bon dos. Hein. Quand mes copains pêcheurs me disent « je pêche plus, c'est la faute du climat qui change », rien à voir. C'est comment il a pêché avant, à la dynamite et au cyanure, effectivement. Hein. Alors il me dit, moi, au Guilvinac, j'avais des pétards. Oui, j'avais des pétards. Alors je dis, voilà, le problème, il est là aujourd'hui. Donc, le climat, il faut qu'on s'en préoccupe, c'est clair, ça c'est juste. Alors d'abord, il faudrait arrêter de parler de réchauffement, c'est pas un réchauffement partout, je parle de changement climatique. Surtout pas de dérèglement, parce que si on parle de dérèglement, on va faire croire aux gens qu'un jour a été réglé. Il n'a jamais été réglé, le climat. Il change depuis que la Terre existe. Il a été beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid. On a eu au moins 2 époques où la Terre était une énorme boule de glace. Même l'océan, il restait ça d'eau en dessous, où la vie s'est maintenue pour pouvoir repartir par derrière.
C'est tout. Exactement, j'ai dit ce matin, ce qui est important, qui nous préoccupe, c'est la vitesse du changement aujourd'hui. On a parlé d'acidification. En 250 ans, l'océan est effectivement 30% plus acide. Ici, on continue à mettre du CO2 comme ça, il sera 50% plus acide à la fin de ce siècle. On a ces chiffres-là. Bon. Il faut faire avec. Et ce n'est pas, moi, la disparition d'espèces qui me préoccupe le plus, qui est beaucoup plus liée à la destruction des habitats. Hein, on parlait du littoral tout à l'heure. Combien d'espèces ont disparu en Europe récemment? Je parle disparu. Hein. Je connais un cas, il y a un petit coquillage, une porcelaine, grande comme ça, qui s'appelait Corymbé batava. C'est la seule espèce qui a disparu en Europe depuis 100 ans. Elle vivait où? Ben, sur les polders aujourd'hui, quand vous allez voir les lieux où vivait Corymbé batava, il y a des vaches qui broutent dans des champs. On a détruit tout le littoral hollandais pour que l'humain puisse s'adapter avec ses polders. C'est le seul cas que je connaisse. Par contre, on assiste en ce moment à des disparitions, non pas d'espèces, mais à un effondrement du nombre d'individus dans les populations. Je prends un cas bien connu en France, l'esturgeon. L'esturgeon en France, on ne s'en occupait pas. Et puis, au moment de la Révolution russe, les Français riches qui achetaient du caviar, ils n'en ont plus. Et là, quelqu'un dit, vous savez, des esturgeons, on en a en France, dans la Dordogne, dans la Garonne. Et j'ai retrouvé, on vendait les boîtes d'esturgeons, du caviar d'esturgeons français, dans des boîtes en cyrillique. Ça faisait bien, il était russe. Et en 20 ans de pêche, on a détruit les stocks d'esturgeons français. Un gros poisson indolent qui ne résiste pas à un chalutage. C'est ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Hein. Donc, le climat qui change, on s'en préoccupe parce qu'effectivement, à terme, la machine s'emballerait. C'est ça. Hervé Le Treut, vous l'écoutez, il nous dit aujourd'hui, on ne se rend pas trop compte de ce que va être le climat en 2060. Ça va être très, très préoccupant. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse qu'a fait tout à l'heure Sylvain sur la température corporelle, ça n'a rien à voir. L'humain thermorégule de toute façon. Mais ce qui est important, c'est que 2 degrés, c'est pas mince. Et encore une fois, l'accélération du système. Tout à l'heure, on disait, il y a 19 000 ans, 4 degrés de moins. Bon, la Terre a été plus froide et plus chaude. Donc c'est la vitesse du changement qui nous préoccupe. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Deux réactions du vivant. Le métabolisme. Tous ici, hein, même les médecins savent que même une espèce qui est thermorégule comme l'humain, son métabolisme est affecté par la température. Je m'intéresse beaucoup, moi, au sport de très haut niveau. J'ai regardé tous les marathons du monde depuis que ça existe. On a ça sur Internet. Hein. Eh bien, les records du monde se battent toujours entre 12 et 14 degrés. Ce n'est pas le marathon des sables ou le marathon des pôles qui va amener à des records. Donc l'humain est aussi limité par cette question de température. Et puis la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, ça fait des migrations sur le vivant. Et les espèces migrent, les plantes migrent, les champignons migrent, les espèces marines migrent vers le nord. Et juste 2 chiffres récemment, qu'on a fait grâce aux sciences participatives, où tout le monde participe. Chacun m'appelle au muséum. Vous savez, j'ai fait ma première vendange tel jour à telle heure, mon premier pruneau dans mon jardin. C'est génial. Le muséum, c'est 2000 personnes. On a 20 000 types, et des femmes dans les types, hein, qui nous appellent tous les jours. Eh bien, nos papillons en France ont fait 114 km vers le nord en 18 ans. Et nos oiseaux 33. Donc ce n'est pas le fait que les perdrix, elles s'en vont, c'est pour des raisons de désorganisation agricole. Le travail récent qui a été fait sur les oiseaux, ce n'est pas le climat. C'est un mélange très compliqué à sortir entre les pesticides et le paysage qui a changé. Il y a une grande action aussi de les formes de paysage. Ils savent bien, les chasseurs. Oui, tout ça, c'est important à prendre en considération. Je pense que pour un bien-être de l'humain, il faut qu'on se préoccupe de changement climatique, mais il y a bien autre chose aussi qui est derrière. D'autres interventions? Oui, là-bas, j'avais vu la main de ce monsieur lever, et après, on arrive vers vous. Juste là, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Robert Pagy, Cobati Tarn. Venez. Tarn avec Sylvain, Albi et Castres. vous mettre là. Le CO. La mer et l'océan déposent sur le littoral des micro-organismes. L'océan a déposé aussi pendant des millions et des millions d'années sur les glaciers des micro-organismes. Le glacier est un immense congélateur qui est en train de fondre. Est-ce que la question que je pose aux scientifiques, c'est que actuellement, le glacier laisse partir des bactéries, des virus et des amibes qui sont en train de se développer sur Terre, qui touchent l'homme, dont l'homme n'a pas de réaction, comment dirais-je, ne peut pas se défendre par rapport à ça, puisque l'organisme ne le connaît pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ma question. Alors, qui souhaite répondre? Sylvain, peut-être? Monsieur. Alors.
toute façon, on a un système immunitaire qui s'adaptera. Et là, la sélection naturelle se fera. C'est exactement comme ce que je disais. Hein. On est sur une planète qui évolue. Tout est en mouvement, la planète. Alors, la peur, c'est pour ça que je vous parlais, tout le monde va mourir, la peur de la mort, tout le monde là. Enfin, tout le monde là. C'est ce qui fait les angoisses. Et les angoissés, le catastrophisme, c'est ça. Il faut accepter. On est sur une terre, on ne sait pas notre destin, etc. Alors, peut-être qu'il y aura des amis, mais normalement, notre système immunitaire est suffisamment sophistiqué pour pouvoir reconnaître des corps étrangers. Après, il est plus embêté avec les nouvelles molécules qu'on fait avec les perturbateurs endocriniens qu'il ne connaît pas parce qu'il n'est pas fait pour ça. Mais tout ce qui est naturel, quand je vous dis que la Terre vit et que les micro-organismes, vous êtes en lien sans le savoir avec les arbres, avec l'eau, on est issu du même sérum. On me parlait de sodium de la mer. Vous en avez plein, du sodium, du potassium, etc. Donc, je pense que par rapport aux micro-organismes, des organismes résistants qui vont arriver, peut-être, mais l'homme s'adaptera, on trouvera. Par contre, sur des nouvelles molécules qui arrivent et qui sont fabriquées des mains de l'homme, ça, c'est une autre histoire. Et là, peut-être que ce sera beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on les découvre a posteriori, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de perturbations, ça a été dit, mais je crois que sur cette angoisse qu'on peut avoir sur des micro-organismes, peut-être déjà il y a des variantes, ils ont le capital génétique qu'on retrouvera déjà et qui se sont déclinés sur les millions d'années. Vous savez, certains médecins utilisent la photothérapie. Le photon, il traverse la lumière, les siècles, etc. Et on peut retrouver dans un photon une mémoire qui va très loin de millions d'années. Enfin, après, ça, c'est les scientifiques qui savent faire, mais et certaines s'en servent en thérapie. Donc, on peut retrouver la phase minérale, végétale, etc. Enfin, bon, après, c'est complexe. Hein, on n'est pas obligé de trop monter dans la science. C'est Raravento. Oui. Rapprochez le micro. Un petit détail. Les glaciaires existent depuis quand? Les actuels. La dernière période glaciaire, elle date de combien? L'homme existait déjà. Alors, ces microbes que vous disiez qui sont libérés Rapprochez le micro, par la fonte de la glace, disons, existaient au même temps que l'homme il y a quelques dizaines de milliers d'années. Alors, l'homme peut conserver cette, disons, mémoire génétique, etc., ou non. Ça, je ne peux pas répondre. Mais que l'homme existait au même temps que ces bactéries, ces microbes existaient et qui s'est posé dans les glaces. Voilà. Merci. Alors, une autre question. Monsieur et après, madame. Oui. Michel Maillard, Cobati Toulouse, plus 169 mètres au-dessus du niveau et de l'Atlantique et de la Méditerranée. Donc, a priori, un peu au-dessus des problèmes de ce jour et à court terme. Ma seule question par rapport à la dernière table ronde passionnante avec vous, messieurs les élus, vous avez décidé de parler vrai. Alors, vos opposants et notamment les lobbies, pouvez-vous me dire quelques mots de ces fameux lobbies? Alors, on peut penser des promoteurs, la Chambre d'agriculture, les associations, etc. Aujourd'hui, vous arrivez comment à les impliquer dans cette réflexion et ont-ils bonne oreille? Alors, Monsieur Codorniou, je pense que vous êtes tout à fait attitré pour répondre à ça. Non, l'implication, en fait, c'est le travail en amont dès que les projets sont des projets structurants et partagés. Et il n'y a rien de plus terrible quand c'est décalé et qu'on essaye de rattraper. Et là, c'est catastrophique. Après, c'est le bon sens, si je puis dire. Je pense, en vous parlant et par rapport à votre question, je pense au port de Port-la-Nouvelle. Ça fait 10 ans qu'on parle de l'extension. On parle donc de vaste problème, là, quand on parle justement de vaste problème. frein. Moi, j'ai connu le démarrage. Ça s'est fait un soir avec Georges Frêche, où il y avait des investisseurs qui Juste Georges Frêche, l'ancien Georges Frêche, président de la région et qui voulait développer le port de Port-la-Nouvelle. Et puis il y a eu un lobbying organisé, du moins désorganisé par rapport à la région et par rapport, donc là on était à la politique politicienne, et il y a eu des élus qui ont manifesté, notamment donc les Europe Écologie, sur le port, parce qu'on était sur une réserve régionale.
on était sur un parc naturel, sur le problème donc, du réchauffement, et on était finalement, nous, pas prêts par rapport aujourd'hui quand on a relancé l'extension du port. Et ce travail, on l'a fait depuis maintenant 7-8 ans, associé, je pense notamment à Agnès Langevin, qui est vice-présidente, donc, qui s'occupe de l'environnement. Elle était vraiment très, très associée. Comment il peut y avoir des mesures, donc, quelles sont les mesures d'impact, les mesures compensatoires, et avec des taux dont on parlait de coefficients tout à l'heure, ce n'étaient pas les coefficients de 1 à 2, ce sont des coefficients de 1 à 20, voire 25, pour donc, retrouver, c'est ce que je disais, éviter comment on peut éviter les aménagements. Et puis, on ne travaille plus. D'ailleurs, l'intervention de Madame de Portzamparc, donc, que tu as lue, elle est complètement en phase avec, bien sûr, l'écriture du projet, mais sur le côté vertical et pas forcément sur le côté horizontal. Et ça, c'est un peu ce qu'on va vivre dans notre des littoral. Constructions et de l'habitat. Voilà comment on peut arriver sur de l'aménagement, sur les dents creuses, d'avoir une réponse adaptée par rapport à la démographie. Et puis, moi, lié à la démographie, vous n'en parlez pas, mais moi, j'ai un copain anthropologue donc, qui me disait que le drame de demain, c'est l'humanité elle-même, puisqu'elle va se multiplier. Et dans des millions d'années, en fait, le problème que nous aurons, c'est tout simplement voilà, il y aura trop de monde sur Terre. Une réaction, Serge Payarès, là-dessus, sur les lobbies. Oui, alors écoutez, je crois que vous avez bien fait de poser cette question parce qu'elle a le mérite au moins d'être claire. Non, vous allez voir. Plus difficile, visiblement. Je crois qu'il ne faut jamais oublier personne dans une prise de décision. Et après, il faut être courageux pour prendre la décision. Il y a la concertation, et ça, il faut que, comme je l'ai dit, il faut qu'elle soit le plus large possible. Il faut oublier personne. Il faut ne pas oublier le contribuable, ne pas oublier l'écologiste, ne pas oublier les scientifiques, ne pas oublier personne. Par contre, après, il y a la décision. Et la décision, elle doit être prise pour l'intérêt général. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il faut que le politique soit courageux pour prendre la décision. Après, il ne faut pas toujours dire attention, si je prends cette décision, je ne serai pas élu. D'accord ? Parce que c'est ça. C'est ça, surtout. Et surtout, il y a surtout beaucoup de blocages là-dessus. Donc il faut être courageux, dire voilà, je n'ai oublié personne, j'ai pris une décision dans l'intérêt général de mon territoire, et à partir de ce moment-là, je prends la décision. Alors on va dans le même sens, parce que c'est un projet, je ne sais pas si je suis courageux ou pas, mais j'ai pris une décision qui est assez impopulaire chez moi, donc maire Gurissant depuis 3 mandats. J'ai la chance d'être élu à 70%, 76%, mais bon, malgré ce, et avec toujours des oppositions déclarées et des équipes contre le maire. J'ai un projet que je porte depuis à peu près une dizaine d'années sur un écoquartier. Et cet écoquartier, c'était assez compliqué. Et là, aujourd'hui, je suis en mesure de désigner l'aménageur dans 15 jours, 3 semaines. Et bien sûr, ce projet, j'aurais pu, il y a quelque temps, dire il n'est plus adapté. Et je pense très sincèrement que politiquement, pour une commune comme la mienne, c'est un projet structurant qui va porter du souffle qu'on avait peut-être un peu perdu. Je l'assume pleinement et j'aurais pu prendre une autre décision. 8 ans que j'en parle, que j'associe tous les Grussanais, sauf qu'après, bon, voilà, la politique prend le pas et puis on verra bien, peut-être que dans 2 ans, je ne serai plus maire de Gruissant, mais je l'assume aussi parce que je pense que c'est un beau projet. Alors, je complète juste la question. Oui, je vais vous laisser répondre. Juste, je voulais compléter la question parce que les lobbies, vous avez répondu pour beaucoup sur les lobbies de l'environnement, etc. Je voudrais aussi qu'on parle de la pression parce que c'est leur métier. On est avec des gens de l'habitat, du logement, des promoteurs, des architectes. Donc, il y a aussi, vous êtes confrontés et comment on fait avec d'un côté la projection à long terme de ce qu'on veut faire de son littoral, dans le respect des règles et de cette tendance de la préservation de l'environnement, et de l'autre côté, des gens qui veulent construire et le besoin aussi, avec les migrations, de construire. Il y a de la population sans cesse qui arrive sur nos côtes et sur notre littoral et qu'il faut héberger. Voilà. Voilà, vous voyez, on est 3 élus volontarisme et on ne se gêne pas de dire ce qu'on a à dire. Mais par contre, les lobbying, comme vous dites, vous êtes co-bâti.
Et vous, comment vous réagissez par rapport à cela? Je ne me défile pas, mais comme j'arrive tout à fait en aval, vous êtes des élus, j'étais un syndic de copropriété, la maîtrise d'ouvrage privée, donc nous subissons ce qui vient de l'amont, souvent. Donc je m'en tirerai par une pirouette en disant qu'effectivement, ce n'est pas forcément très simple, cette problématique, c'est vrai. Vous devriez faire de la politique. Peut-être une carrière politique devant vous. Oui, oui. Attendez, il y a madame qui voulait poser une question. Là, j'avais promis le micro ici. Si vous voulez bien. Alors attendez, c'est moi qui vais vous apporter le mien. Il y a une dame, après, il y a 2 personnes. C'est Maïté Palomino, présidente de Cobati Barcelone. Je voulais avant tout féliciter pour vos interventions. J'ai déjà un certain âge et c'est la première fois, enfin je ne dis pas la première fois, mais enfin, il y a des années que je ne voyais pas une qualité des interventions comme celle que vous avez eue ce matin. Donc je demande un applaudissement. Je profite que j'ai des élus parce que plutôt qu'une question, je vais vous poser une demande. J'habite à 10 km d'ici. Donc, c'est sur la côte de Barcelone, mais c'est juste où ça finit la côte de Barcelone et ça commence à la Costa Brava. Bon, que ce soit la Costa de Barcelone, que ce soit la Costa Brava, dénigrer parfois, louer des autres, je crois qu'on est dans un endroit magnifique. Nous avons un véritable et grave problème. Chaque année, comme on a dit, il y a les sables qui partent. Mais ça arrive chaque année, chaque année. Et je crois qu'on ne fait plus des efforts parce qu'il y a la voie ferrée qui traverse toutes les littorales et donc on ne peut pas laisser toutes ces personnes-là, enfin ces millions de personnes sans accès. Donc c'est pour ça peut-être qu'on la soigne un peu. Mais ceci dit, ça revient tous les années. Il y a le littoral de Blanes, le littoral de Lloret qui reste sans sable. Je crois que quand on parle des ports de plaisance, qu'on parle de tous les ports, vous êtes aussi concernés parce que, c'est-à-dire, vous commencez par en haut et après ça revient sur les autres ports. Donc, ce qui fait que je pense que Cobati, ça serait un très bon moyen aujourd'hui qu'il y a Cobati Barcelone, Cobati Perpignan, Cobati, enfin, qu'on est tous dans le district 5, de travailler sur ça. Parce que le même problème que nous avons, vous l'avez. Donc, et si on commence à descendre, donc c'est un pari que je lance aux élus, que je lance au district 5 de Cobati et que je m'engage comme Cobati Barcelone à travailler. Et aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y a pas les maires de cette commune parce que vraiment, ils auraient profité. Merci. Serge Payarès. Oui, écoutez, je vais le prendre au vol. Cet après-midi, je clôture un colloque des 48 ports de la Catalogne, jusqu'après Barcelone, où il y a tous les maires qui seront présents, tout en sachant que les maires, aujourd'hui, ne sont pas propriétaires, je dirais propriétaires entre guillemets, des ports, puisque c'est des clubs nautiques, c'est des clubs privés. Par rapport aux ports français, la gestion n'est pas la même. Bon. Donc aujourd'hui, il y aura aussi la région administrative de Catalogne, dont on sait un peu l'incertitude aujourd'hui, qui sera présente. Donc je vous promets que je vais faire une intervention et je vais demander à ce que vous soyez associés à cette réflexion. Parce qu'ils ont la même problématique que nous, ils sont confrontés aujourd'hui à la même problématique de gestion environnementale que nous. Juridique, non, parce que c'est différent. Le droit espagnol et le droit français est différent. Mais je dirais les compétences techniques et la problématique technique, c'est la même. Donc je vous promets que je vais en parler. Avec Didier Codorniou, on a fait une petite aparté dont on travaille aussi sur l'arc méditerranéen, Italie, France, Espagne. Et on va vous associer à cette réflexion sur des thèmes de travail qu'on est en train de monter, des groupes de travail très forts. Donc, c'est vrai qu'on ne vous avait pas identifié. Il faut être très clair, je suis très, très franc, on ne vous avait pas identifié. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est fait. Voilà. Alors. Allez-y, oui. et après le monsieur. Après voilà. Ici, oui. Jean-Yves Ponce, Cobati Marseille. Je vais commencer par la table ronde numéro 2, parce que nous avons beaucoup d'élus,
apparemment, il y a certaines lois qui bloquent un peu, qui les perturbent un peu, qui les coincent. Mais je voudrais quand même leur rappeler que c'est une autre catégorie d'élus qui les... Rapprochez bien le micro, s'il vous C'est plaît. une autre catégorie d'élus qui les votent. Un jour, on avait fait un voyage avec le Cobati Montpellier. On avait un député dans le car qui nous entendait parler de certaines lois qui venaient de sortir et qui nous disait « si j'avais su, j'aurais pas voté ça ». En ce qui concerne l'avenir des constructions en front de mer, j'habite à peu près... Rapprochez le micro, s'il vous plaît. J'habite à peu près à 5-6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je comprendrais tout à fait que mes voisins n'aient pas envie de payer pour moi l'avenir de ma maison parce que j'ai choisi à un moment donné d'être pas loin de la plage et d'avoir une belle vue. Donc, je crois que c'est M. Boeuf qui en a parlé. L'avenir des constructions en front de mer, elles se démoliront toutes seules, elles seront noyées. Aujourd'hui, on ne peut pas aller visiter la grotte Cosquer, mais peut-être qu'on pourra aller visiter le casino de Biarritz, qu'on connaît bien au Cobati, parce qu'il a fait un congrès en 1995. En ce qui concerne la table ronde numéro 1, je ne sais pas si c'est de la paresse intellectuelle ou si c'est plutôt du « après moi le déluge », qui revient un peu à la citation de Groucho-Marx. Ensuite, mon épouse n'est pas là, je serais partie tout à fait intéressée par le phénomène de ramener les sciences et vie de la Terre au sein de l'éducation nationale, parce que ça éviterait peut-être à un boulanger d'investir 800 000 euros, enfin 500 000 euros par an, parce que l'année prochaine, il a toute chance de se retrouver avec sa boulangerie inondée. Donc je crois qu'en ce qui se concerne l'adaptation, c'est le dernier livre de Jean d'Armesson qui dit « Et pourtant, moi, je vis toujours ». Après, la première étape, ce qui m'a inquiété énormément, c'est que l'augmentation du niveau de la mer risque d'impacter sur l'augmentation du niveau de prix du margot. Je vais essayer de rebondir en donnant un petit peu une voix féminine à cette fin de débat. Sur ce que vous disiez, et puis à la fois je rebondis aussi sur ce que vous présentiez quand vous parlez du fait de pouvoir s'inspirer des uns des autres. Ces analyses comparatives, elles sont essentielles. Je suis revenue il y a 3 semaines du Canada, j'ai traversé tout le Canada, enfin, principalement le Québec et Montréal, et qui sont extrêmement soumis à des risques d'inondation. On a fait aussi une mission en Chine et en Corée. Et je voulais juste vous raconter une petite anecdote. En fait, moi j'ai grandi en Languedoc-Roussillon. J'ai passé 10 ans dans les Pyrénées-Orientales, j'ai passé 17 ans à Montpellier. Je me suis toujours considérée comme étant montpelliéraine avant tout, même si aujourd'hui je suis parisienne de par mes différentes fonctions. Si vous voulez, d'énormes choses ont été faites dans le Languedoc-Roussillon. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire qui a dû justement s'adapter et qui l'a fait très tôt. Il a commencé parce qu'en 88, on a eu Nîmes. Ensuite, on a eu toute une série d'épisodes, et ceux qui ont été localement sur place l'ont vécu entre 2002, 2003, 2005, avec cette série en fait, d'événements qui ont fait qu'il y a des gens qui ont agi. Je pense notamment, par exemple, à des bassins qui ont été très, très actifs. Le bassin du Lez qui traverse Montpellier, ou encore le bassin du Vidourle qui traverse Sommières. Ce sont des exemples, il y en a des tas d'autres qu'on pourrait citer. Je ne vais pas citer tous les bassins du Languedoc-Roussillon. Simplement pour vous dire que quand je montre à l'international ce qui a été fait en Languedoc-Roussillon, ils sont tous complètement émerveillés. Ils ne savent pas faire. À Montréal, ils ont vécu des inondations l'année dernière. Encore avant, j'ai une historienne des risques qui travaille là-bas, qui a recensé 1200 événements majeurs sur ces derniers siècles. Ils n'ont toujours pas enclenché ni de gouvernance, ni de politique de protection, ni de prévention. Ils ne savent pas protéger leurs enfants, alors que sur le Vidourle ou sur le Lez, ça fait 8 ans que tous les enfants, du CE2 jusqu'à la 4e, reçoivent des journées de sensibilisation à vraiment leur territoire. On leur permet de se le réapproprier. Et on a fait un test, on a fait une étude suite aux épisodes de 2014. On est venu dans notamment une école qui avait été particulièrement touchée à la Pompignane, l'école du Pain-Levé pour les Montpelliérains, et qui, en fin de compte, où les enfants sont restés toute la nuit bloqués dans l'école. Et on a essayé de comprendre en fait leur perception de l'événement. Et ce que l'on a compris, c'est qu'à partir du moment où ils comprennent, ils ont la connaissance, en fait, on ne subit plus, on gère. Et ça change tout pour l'enfant. Parce que le fait d'avoir simulé lui-même qu'il était un élu, un maire, on parle des élus, c'est quand même un rôle très complexe, et derrière, se mettre dans cette position, devoir lui-même évacuer l'école
sur la maquette sur laquelle il a créé lui-même son propre village. Et se dire, finalement, on est en train de mettre en application ce que moi j'ai compris, je pense que ça change tout. Et je crois que la première des choses qu'on doit mettre en place, c'est cette communication, parce qu'on va tous dans le même sens. Quand on nous entend tous, on veut tous aller vers justement cette adaptation. Et là, quand je vous parle de ce territoire-là, je vais vous donner encore un autre exemple. À Paris, quasiment rien n'a été fait. Ils sont en train de rattraper le retard, parce que 2 crues de la Seine majeures, ils se disent là, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais je peux vous assurer que quand ils regardent le Languedoc-Roussillon, ils sont en extase. Pour eux, c'est vraiment le rêve. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que premièrement, il faut aussi être fier de ce qu'on fait sur son territoire et pas toujours regarder ce qui ne se fait pas. Et ensuite, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais prenons les bons exemples parce qu'on ira très loin. Merci beaucoup. Oui. Ah, vous vouliez réagir ? Oui, vous vouliez répondre à Maïté. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je ne m'inquiète jamais. Un Marseillais ne s'inquiète pas. Il a le temps. Et je vous dirai pourquoi d'ailleurs on a le temps. C'était un petit détail au commentaire qu'a fait Madame Palomino tout à l'heure. Jordi Serra-Ravento, rapprochez bien le micro. Oui, voilà, parfait. Ne bougez plus. Il y a une petite différence parce qu'elle a dit qu'on est dans la même région, disons, Cobati. Les Languedoc-Roussillon et la Catalogne. L'Occitanie, maintenant. L'Occitanie, maintenant, oui. Bon, et il y a une petite différence, c'est que physique, la côte et les précontinents, les plateaux continentaux de la Catalogne est tellement différent de celui du côté nord des Pyrénées. Alors, la réponse au changement climatique, à l'évolution du niveau de la mer, etc., la réponse va être partiellement différente. La différence, vous pouvez juste nous caractériser les principales différences physiques. La caractéristique physique, c'est le sédiment, la taille du sédiment. Chez nous, vous pouvez constater ça sur la plage de Lloret, c'est du sable granitique, avec une moyenne de diamètre de 0,7 mm ou plus, tandis qu'en Roussillon, vous avez des sables beaucoup plus fines. La réponse est différente. La réponse est donc différente. Les profils de plage, les profils du prisme sédimentaire est aussi différent. Alors, la réponse sera différente. Même si nous, on a, par exemple, un problème, c'est la voie ferrée que vous avez dit, évidemment, c'est un problème. Il faut la déplacer, bien sûr, mais on n'y arrive jamais. Voilà. J'ai insisté énormément. Je ne voulais pas une réponse, c'est une demande de travail ensemble. Donc moi, la réponse, excusez-moi, je m'en fous complètement. Je veux un travail ensemble. Et pour ceci, pas simplement, on commence par les ports, on commence par les plages, et après, on peut continuer par le reste. Mais je pense qu'on est... Un travail ensemble. Et en plus, on va parler demain de la nécessité de travailler en réseau. On va en parler. Alors... Allez. C'est enfin. Allez loin. Bon, très bien. Christian Granon, Cobati Marseille. Alors c'est vrai que nous, Marseillais, nous avons une faculté d'adaptation, vous avez dû le remarquer, puisque mon ancêtre du Paléolithique a dessiné dans une grotte qui est aujourd'hui à 125 mètres au-dessous de la mer. Donc on est toujours là, nous on habite toujours Marseille, toujours notre région, donc on a su s'adapter. Ça montre, je ne suis pas trop inquiet sur l'adaptation de l'homme par rapport au climat. Mais par contre, ce qu'on n'a pas abordé, et là je suis un peu plus inquiet, c'est l'adaptation qu'on va avoir par rapport aux déchets que nous produisons au jour le jour. Ces déchets à court terme qui produisent dans la Méditerranée des pollutions énormes. On parle de sédiments dans les ports, mais moi, ce n'est pas les sédiments qui m'inquiètent. Quand on voit sortir les sédiments, ce n'est plus des sédiments, c'est des vieilles voitures, c'est des trucs de court terme. Ça a combien? 50 ans. C'est pas le climat, on a un climat sur des siècles, mais là, je vous parle de choses qui sont beaucoup plus inquiétantes parce que c'est à très court terme. Très court terme, les centrales d'épuration autour de la Méditerranée, il en manque énormément. On continue à jeter de la pollution et de la pollution dans la Méditerranée. Les poissons qui avaient la faculté de s'adapter, parce qu'ils ont su s'adapter pendant 20 000 ans, ils se sont adaptés. Les poissons autour de la Méditerranée, l'eau a monté, ils se sont adaptés. Mais par contre, aujourd'hui, ils s'adaptent plus difficilement aux sacs plastiques qu'ils avalent, qu'on trouve dans les ports
que font les plaisanciers. Beaucoup de plaisanciers balancent tout ça à la mer. Donc je pense qu'il y a un problème. J'en reviens à ce que disait Madame tout à l'heure, et j'ai beaucoup apprécié le problème d'éducation. Je pense que d'abord, il faut éduquer l'homme à faire moins de pollution à court terme, hein, et je pense qu'après on s'adaptera beaucoup plus facilement au climat. C'est plus une réflexion que j'avais. Madame, j'ai apprécié parce qu'elle en parlait tout à l'heure, à l'éducation des enfants, en leur disant, mais le papier que vous mettez à côté de la poubelle, ben, le vent va l'emporter, bien sûr l'eau va l'emporter dans la Méditerranée, et lui ne sera pas traité, il va polluer immédiatement la Méditerranée parce que, je le vois à Marseille malheureusement, on oublie très souvent, pourtant les containers sont assez grands, mais on préfère laisser les sacs à côté du container parce qu'on a la flemme d'ouvrir et d'aller le jeter. Donc c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est pas le climat, je sais qu'il est inquiétant aussi, mais je pense que l'homme n'est pas disons, le gros créateur de ce changement climatique, puisqu'il y a plus de 20 000 ans que le climat change. Voilà. Alors, merci Madame pour l'éducation des enfants. Serge Payarès. Oui, je reconnais bien le Marseillais. Donc, alors, vous avez raison sur la sensibilisation et sur l'éducation. C'est important. Après, de dire que les plaisanciers jettent systématiquement, il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. On est bien d'accord. Moi, je vous parle toujours de courage. Quand je me suis présenté l'année dernière à Marseille pour interdire les boues rouges en Méditerranée, je n'ai pas vu beaucoup d'élus derrière moi. Qu'est-ce que les boues rouges ? Et pourtant, les boues rouges, c'est toxique. C'est éminemment toxique. Serge Payarès, une explication sur pour ceux qui savent ça. Tout le monde l'a vu dans la presse et tout. Et là, Gilles était avec moi. C'est un véritable scandale. Alors, moi, je veux bien qu'on donne et qu'on fasse la leçon, parce qu'il faut faire la leçon. Il faut sensibiliser, il faut éduquer. Et je pense que nos enfants et nos petits-enfants nous poussent à ça. Parce qu'on n'est pas de cette culture-là, nous. À partir de ce moment-là, il faut que l'élu, quel qu'il soit député, qu'il soit au gouvernement, qu'il soit maire, l'élu doit être courageux. Et ce n'est pas systématiquement la menace de l'emploi qui doit à un moment donné faire infléchir la chose. Donc aujourd'hui, oui, pour Marseille, c'est un problème. Oui, les boues rouges aujourd'hui, c'est un scandale, parce que la Méditerranée est une mer fermée par rapport à l'océan, où il y a ce brassage. Aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, il y a un gros problème. Il y a la sensibilisation aujourd'hui. Quand Didier Codorniou, nous avons un travail depuis 3 ans sur le bassin, sur l'ensemble du bassin méditerranéen, sur la mise en réseau, sur tous les micro et macro-déchets qu'il y a. On s'aperçoit que lorsque on discute, on dialogue avec les pays qui sont de l'autre côté, là, je veux dire que les stations d'épuration, je veux dire que c'est la station d'épuration, c'est la mer Méditerranée. D'accord ? Donc, il faut qu'on parle tous du même langage et tous au même niveau. Parce que des efforts, tout le monde en fait, mais il faut qu'on aille beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il y a souvent, je le dis souvent, très souvent, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. C'était Nelson Mandela qui le disait. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est vraiment d'actualité. Et vous avez raison. Mais l'éducation, aujourd'hui, bien sûr, la sensibilisation, bien sûr, mais le courage politique, prioritaire et indispensable. Frédéric Lacasse. Oui, j'adhère totalement à ce que vient de dire Serge Payarès, mais je rajouterai, le courage politique n'est pas suffisant, parce qu'on a besoin de tous, et au moment des lois, vous l'avez dit, il y en a certains qui ne votent pas les lois, mais nous sommes tous des citoyens, nous pouvons pousser derrière. Et pour appliquer des lois, il faut pouvoir les appliquer. Parce qu'on peut avoir un courage politique, mais derrière, quand on ne peut pas appliquer parce que constater un dégât, c'est une chose. Maintenant, réprimer ou faire agir, on ne peut pas. Il y a des exemples. Hier, je discutais avec certains d'entre vous sur la cabanisation, où on constate des états de fait, où on les déclare, où ça dure des années et des années. Et il n'y a pas d'effet derrière. Pourquoi ? Parce que les tribunaux sont engorgés et qu'ils préfèrent traiter d'abord le pénal, et c'est parce qu'ils ont juste le personnel pour. Et derrière, on ne peut pas agir. Donc, il y a pas mal de réformes à faire, et c'est pour ça que les lois doivent être
modulable, simple et pouvoir évoluer très vite sur des constats qui sont flagrants et où des gens l'ont compris que la loi n'était pas appliquée, que derrière il n'y avait pas de la répression et pas de l'action. Et donc, pourquoi ils se gêneraient de continuer à pas faire ce qu'ils font, quoi, à faire ce qu'ils font. Voilà. Et c'est là où notre système est déjà... On a déjà un système qui est pas mal, parce que, comme disait Serge, quand on regarde de l'autre côté de la Méditerranée, où les gens, enfin pas que la Méditerranée, moi je suis allé en Thaïlande, des fois on m'avait dit qu'il y avait des formes formidables, jamais vu autant de bouteilles de plastique et de papier et de déchets, parce qu'ils n'ont pas de station d'épuration, parce qu'ils ont des villages justement sur pilotis, sans système de tri, de récupération, et puis ça leur coûte, hein. Et puis il y a une histoire toujours d'argent, parce qu'un pêcheur, quand on lui dit de récupérer ses déchets, quand il est en pleine mer, il le met par-dessus bord et on le retrouve quand on plonge. Un aspect juridique. Oui, Alors. Florence Soubi, Cobati Montpellier. Oui, j'interviens en qualité de juriste, parce que je crois que de tout le monde... Rapprochez bien le micro, s'il vous plaît. Oui, en qualité de juriste, puisque moi je me suis commencé à m'intéresser au droit de l'environnement assez tard, à la fin des années 80, parce que finalement les premières lois ont été très tardives. Et lorsque j'étais encore sur les bancs de la fac, même si c'est il y a très longtemps, on ne faisait pas de droit de l'environnement. On ne savait pas ce que c'était. Et la première véritable grande loi, c'est la loi de 1976. Ensuite, il y a eu la loi Barnier, il y a eu la loi sur l'eau, il y a eu la loi sur l'air. Et depuis 2010, heureusement, plutôt 2000, il y a eu une prolifération de lois qui sont un petit peu difficiles à interpréter. J'ai eu la chance d'être à Bruxelles lorsqu'il y a eu le livre blanc, qui, comme son nom ne l'indique pas, était un livre fédérateur des politiques environnementales en Europe, qui était à l'époque un peu plus petite que ce qu'elle n'est maintenant. Donc je suis très sensibilisée par ça, et j'allais dire que moi, en ce qui me concerne, dans le transversalité qui est nécessaire, je pense que le rôle du juriste, c'est aussi d'accompagner pour, entre guillemets, vous m'autorisez l'expression qui n'est pas très environnementale, bétonner les dossiers afin qu'il n'y ait pas ce que disait tout à l'heure à l'instant Frédéric, c'est-à-dire des procédures intempestives de non-observation des lois et qui, après, se trouvent dans les mailliets et dans les filets de la justice trop longues. Des recours abusifs qui allongent les délais de réalisation. Trop longues, etc. Donc moi, ce qui m'a interpellée, juste un témoignage, c'est que c'est vrai qu'il y a une adaptabilité de la loi qui a été assez intéressante, parce qu'on est parti de lois assez ponctuelles, puis après il y a eu les Grenelles, on nous a seriné pendant un grand temps l'indépendance des législations. Il y avait la loi sur l'urbanisme, la loi sur l'environnement. Il y avait un grand mur de Berlin au milieu et on ne devait pas toucher l'un et l'autre. Et c'était une véritable cacophonie. Or, depuis un certain temps, nous voyons poindre à l'horizon des lois plus intéressantes. Et ce que je voudrais savoir, c'est comprendre ce que vous dites quand vous dites que les lois sont trop générales. Des lois plus intéressantes, dont notamment je vous interpelle, je pense que vous êtes au courant de ça. Il y a par exemple, ce qui vient depuis janvier 2018, l'autorisation environnementale unique, qui a vocation à déterminer les projets environnementaux, et à ce moment-là, l'État, ou enfin la préfecture, décide s'il y a des études d'impact, des enquêtes préliminaires, et bien sûr liées à la concertation, qui, comme vous le savez, est inclue dans la charte de l'environnement depuis quand même plus de 20 ans. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes réfractaire à la notion de loi générale. Parce que la loi générale, il ne faut pas qu'on tombe dans le système de la loi d'adaptation, qui est une véritable hérésie. Je ne tairai, mais sous un gouvernement que je ne citerai pas, que je ne portais pas dans mon cœur, il y avait systématiquement des lois d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y avait un événement, 10 jours après, il y avait une loi d'adaptation, ce qui est ridicule. Une loi, ce n'est pas une loi d'adaptation, c'est une loi qui doit rendre responsables tous les acteurs économiques. Et je voulais juste dire que ce que a dit le Marseillais tout à l'heure là, sur le fait qu'il ne va pas aller demander une indemnisation à l'État, chapeau. Parce que si tout le monde faisait ça, l'État se comporterait différemment. Il n'y aurait pas des réseaux intégristes, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui se retranchent parce qu'il y a le principe de précaution. L'État a toujours eu peur d'avoir ses responsabilités engagées. Et si tout le monde était responsable en ce sens-là, on éviterait peut-être à ce moment-là, effectivement, cette véritable cacophonie. Donc, loi générale, moi, je suis pour. Et après, chacun doit prendre sa responsabilité en se concertant,
en créant une transversalité. Moi, j'ai eu la chance, depuis que je fais ce métier, et ça malheureusement fort de temps, de pouvoir découvrir des choses en matière scientifique, en matière géographique, en matière et apporter, moi, ma contribution pour arriver, entre guillemets, à apporter un document qui ne fasse l'objet d'aucune contestation, pour ne pas perdre bêtement du temps. Et donc, je suis à fond pour une loi générale. Alors, on va les faire réagir. Mais je ne sais pas, à moins que j'ai mal compris. Non, alors, moi j'ai j'ai l'impression que, pour en avoir discuté avec un ministre et aussi avec quelques moi, je préfets, suis pas ministre, hein, ça, c'est et sûr. avec quelques, ni moi, et avec quelques préfets, non, surtout pas. Et donc, il y a une volonté du président de la République de responsabiliser les préfets de département pour nous accompagner sur les projets structurants d'un territoire en anticipation à effectivement cet environnement. La loi GEMAPI, voilà. Et donc, je vous confirme bien que la volonté politique du président de la République, je ne fais pas la promotion du président de la République, mais il a accéléré la responsabilité des préfets pour les avoir rencontrés, puisqu'en même temps, ce que je vous disais avec le plan Littoral 21, donc moi je suis en contact avec le préfet de région, et le mot d'ordre, c'est donc d'être facilitateur par rapport à la loi et par rapport aux interprétations. Voilà. Alors, un mot de Frédéric Lacasse, Oui, et puis on a une autre question. Très court avec un exemple, c'est l'application de la loi qui pose des problèmes. Je vais vous donner, on est gêné sur des études environnementales, par exemple, où on nous dit l'écologie, alors corridor écologique, telle plante, tel machin, etc. Dans ma propre commune, moi je donnais l'exemple hier, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui s'est mis sur un terrain agricole, donc normalement non constructible, qui était dans un corridor écologique, où il y avait des plantes et des espèces qu'il fallait protéger, dont lui ne s'est pas gêné de construire, de faire. On a fait, nous, mairie, le constat en 2015. 2015, on a envoyé au tribunal, on a fait toutes les démarches nécessaires. Donc, après, c'est l'application de la loi. Donc, aucun retour des responsables. Comme ça continue, parce qu'au début, c'était un petit cabanon, maintenant, c'est une maison avec d'autres... Enfin, on a tout. Hein, c'est pas, tu dois connaître l'endroit. En plus, c'est au bord d'une rocade. Donc, on a tout. Hein. Alors, nous, on nous empêche d'avoir un développement cohérent, organisé, etc. Et quand il y a des gens qui font ça, là, on est en 2017, j'en suis à la 3e plainte. Et il n'y a toujours pas eu d'application. J'ai pas de retour. Alors j'ai vu le procureur, je lui en ai parlé, j'ai vu le sous-préfet, je lui en ai parlé, mais le procureur, il me dit, mais attendez, moi, je ne peux traiter que 5000 dossiers, donc je vais traiter le pénal. Tout ce qui est après accessoire, je suis obligé de mettre, alors excusez-moi, 7000 dossiers à la poubelle. Donc, certains de ces dossiers devaient être des miens. Alors, j'ai dit, je voudrais vous le porter, mais c'est délétère au complet. Comment voulez-vous, quand vous êtes un maire ou un politique, dire à d'autres de ne pas faire la même chose? Parce que ça fait quand même 2 ans. Alors, le dossier précédent, c'est allé jusqu'au bout, mais c'est passé en 2007. Ils y ont détruit la maison en 2017 et ils reconstruisent dessus. Hein. Voilà. Donc, c'est là où l'application de la loi, il faut se donner les moyens. Et là... il y a une carence, mais ça ne vient pas de ce gouvernement, hein, ça date de beaucoup de gouvernements qui n'ont pas su être courageux. Je pense que celui qui arrive l'est. Alors, une réaction de Sylvain Pioche et puis la dernière question. Sur la réglementation et en fait les normes qui gèrent notre vie en société, parce que ça sert à ça, la loi, il ne faut pas l'oublier, ça ne sert pas à opposer les gens, mais ça sert à vivre ensemble. On a fait une thèse, c'est Céline Jacob, elle a expertisé les 15 derniers dossiers d'études d'impact sur le milieu marin, France, métropolitaine et Dom-Tom. Et les résultats, ils sont catastrophiques. C'est-à-dire que sur 385 mesures pour éviter, réduire, compenser, des projets portuaires, des extensions, des adductions d'eau potable, des émissaires, elle a noté, je crois que c'était même pas une dizaine de projets d'évitement, à 95% de la réduction, c'est-à-dire qui n'est pas opposable et qui est vraiment ce que j'ai. Et au niveau des mesures compensatoires, ce que tu disais Didier, c'est-à-dire essayer de réparer ce qu'on a détruit, elle a noté qu'il y a eu 16 mesures compensatoires sur 55 dossiers. Donc on s'est dit, ah super. Et puis quand même, comme c'est un travail de thèse, 3 ans, ça allait un peu plus loin qu'une expertise type le tribunal souvent en fait, tu sais, où les élus ils font des missions sur une journée. Donc elle a creusé.
Et sur les 16, il n'y en a aucune qui ont été réalisées. C'est-à-dire que c'était des mesures de papier. C'était inscrit sur le document. Donc ça, c'était important de le savoir. Autre élément important, on dit oui, mais c'est des petits projets. C'est de l'extension portuaire, c'est un émissaire pour une commune. Donc on a fait une autre thèse, c'était à de l'INBA, pendant 3 ans, avec EDF, Énergie Nouvelle, sur les éoliennes offshore, posées. 3 parcs éoliens, les 3 premiers, c'est EDF qu'ils ont gagné. L'État, il n'a pas été... je trouve qu'il a été assez sympa avec une ancienne entreprise française. Bon, vous verrez pourquoi je dis ça. Pareil, à l'analyse, alors des dossiers d'études d'impact entre 2800 et 3500 pages. Quand on sait que dans la loi, il est bien dit que ces documents devaient s'adresser en premier lieu aux élus, qui ne sont pas des experts. Et si les élus ne peuvent pas tout gérer, ça s'adresse quand même... Enfin, la vocation, c'est à ce que n'importe quelle personne, citoyen, puisse savoir ce qui se passe sur le territoire. Bon, déjà, se cogner 3000 pages, je ne connais pas beaucoup de gens qui arrivent. En plus, avec des termes experts. 3 ans d'études où on a seriné à EDF que lorsque les gens venaient s'exprimer dans le débat public qui était obligatoire, à 68%, la demande c'était prenez en compte l'environnement et réparez lorsque vous allez poser vos câbles, faire vos emprises sur des territoires qui font 100 km². Ce n'est pas notre test en Méditerranée, c'est quand même... bon. EDF, il dit OK, voilà, on fait une thèse avec vous, très bien, etc. Et au final, vous savez combien de mesures compensatoires ils ont proposées sur ces 3 parcs? 0. C'est hallucinant. Aucune. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que la pose de 100 éoliennes offshore en moyenne sur 100 km² avec des câbles qui font entre 1,5 km pour Saint-Nazaire et 8, ça n'occasionne aucun impact sur l'environnement. Des marteaux de 5000 tonnes qui vont enfoncer des tuyaux qui font 7 mètres de diamètre, avec des lésions sur les organes internes des poissons, etc. Aucune mesure compensatoire. Et après, pour répondre à Gilles Boeuf, la comparaison que je faisais sur la température, effectivement, moi aussi, je suis à 37 degrés. Quand je vais des pays qui fait 40 degrés, je ne meurs pas. Mais je faisais une comparaison pour mes étudiants qui me disent, bon, ben, la moyenne de la Terre, c'est 14 degrés. Si on prend de 2 à 6 degrés, ce que j'expliquais, les scénarios optimistes et catastrophistes, finalement, on arrive entre 16 et au max 20 degrés. Ce n'est pas énorme. Et donc, je leur compare avec leur propre température interne pour leur dire, ben, l'élévation de la température pour le corps humain a des conséquences catastrophiques. Donc, à l'échelle de la planète, ça va changer notre environnement. Mais humain, pas pour la planète. Ça a été dit, la planète, elle sera toujours là. Ce n'est pas un problème. Mais c'est nous, pour notre adaptation et notre bien vivre. Mais bon, comparaison n'étant pas raison, je remercie Gilles d'avoir repris ma comparaison. Allez, la dernière question, elle est pour vous. Elle est pour moi, donc un gros poids sur mes épaules. Donc Marie-Catherine Guillen, Cobati, Toulouse. Donc je ne vais pas avoir la langue de bois. J'ai vécu pendant 25 ans dans une île, donc la préservation du littoral, je connais bien. Donc, monsieur les élus, quand est-ce que vous allez avoir le courage de prendre des décisions, quitte à ne pas être réélu? Alors, vous pouvez nous dire quelle île voilà, L'île d'Oléro. L'île d'Oléro. Ça, c'est la première question. Messieurs les maîtres d'ouvrage, parce que vous êtes élus, mais il y a aussi des maîtres d'ouvrage privés ici. Monsieur les maîtres d'ouvrage, quand est-ce que vous allez être capables de mettre la main à la poche pour que nos archis construisent en préservant le littoral? Messieurs les promoteurs, quand est-ce que vous allez être courageux de ne pas construire sur le bord du littoral? Et puis maintenant, à toute la salle, mais à toute la salle, en passant par moi, Marie-Catherine, quand est-ce que tu vas arrêter de regarder les hôtels dont tu vois l'eau depuis la fenêtre? Marie-Catherine, quand est-ce que tu vas avoir le courage de marcher un peu pour aller à la plage, plutôt que de te garer devant la plage? En fait, on a parlé de courage, d'éducation. Effectivement, il faut éduquer nos petits-enfants, parce que pour nous, c'est peut-être un peu tard. Et enfin, cobatistes, suivez le Cobati de Béziers, qui intervient dans les écoles pour associer les enfants aux constructions et à l'acte de bâtir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je peux Didier Codorniou. Marie-Catherine, je vais vous faire une révélation. C'est Didier Codorniou. En fait, on était avec Serge tout à l'heure, entre donc, les tables rondes et la réflexion. Nous allons proposer
mais là, je vous le vends cash, quoi, hein, donc ce n'est pas encore validé, mais nous allons proposer le même format au niveau du Parlement de la mer, avec ce format-là qui est vraiment est très dynamique, il est vrai. Et pour nous, membres du Parlement de la mer, il sera encore plus actif pour faire bouger les lignes. Et ce que vous avez dit, et donc moi j'adhère aussi à fond. Et heureusement qu'on a nos enfants, nos petits-enfants qui déjà anticipent bien. Je crois qu'on peut être très optimiste. Je vous recommande le livre de Michel Serres, le philosophe, sur l'optimisme. Et vous verrez que la vie est quand même très très belle. Et voilà, donc on prendra vraiment exemple sur votre concept que je trouve remarquable. Félicitations aux organisatrices, aux organisations, Monsieur le Président, parce que là aussi, on a eu beaucoup de contacts. Et moi, je me permets aussi, j'étais en admiration à la première table, parce que là, vous avez du lourd. Voilà. Un mot, Frédéric Lacasse, en réponse. Encore une fois, bon, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Didier Connornou, parce qu'on est en phase, mais c'est bien d'être en phase. Alors, l'essentiel, c'est de s'engager pour l'intérêt général. Didier Connornou n'a pas été réélu à 75 ou 76% de nouveau spontanément. C'est-à-dire que s'il s'est engagé, il n'attend pas après ça. Moi, j'ai gardé ma profession de médecin généraliste que j'exerce à mi-temps. Ça me demande énormément d'énergie, mais quand on s'engage et qu'on est passionné, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc le volontarisme, on l'a. Moi aussi, j'ai été élu à 75% la deuxième fois, mais j'attends pas après ça. L'essentiel, c'est de faire, c'est d'être dans le faire. Et ce que je vous disais, on partage les mêmes opinions, hein, on l'a dit. Et je vais reprendre Spinoza. C'est l'éducation. L'éducation, c'est connaître. Connaître, c'est comprendre. Comprendre, c'est agir. Et agir, c'est aimer. On tourne, mais c'est l'humanité, ça. C'est faire de l'humanisme. Et je crois qu'on est capable. Après, bien entendu, il faut trouver, on aime bien regarder la mer de son habitation. Bien sûr, on peut le gérer. Et c'est la gestion que nous devons faire tous ensemble. C'est la gestion dont il a été parlé dans les centres-villes qui sont désuets, mais les lois nous interdisent de reformuler des centres-villes qui sont désuets. Les gens ont des voitures. Alors, peut-être que la voiture ne sera pas le mode de mobilité de demain. Et c'est tout ça qu'il faut anticiper. Et on a besoin d'ingénierie, quelle qu'elle soit, où qu'on soit. Et je félicite encore ce genre de réunions et d'événements. Et je félicite l'organisation. Et c'est ce contact direct. Je crois qu'il ne faut pas... les politiques, hein, vous pouvez être demain une politique, moi je peux être demain personne ressource, mais le plus dur c'est de s'engager. Vous savez, en politique, après, moi, pourquoi je me suis engagé en politique, je vais vous dire, c'est qui ne dit mot consent, j'étais pas d'accord, donc j'y suis allé. Mais après, je me suis aperçu que c'est pas si facile que ça, parce que c'est autant médecin, c'est gratifiant, autant politique, ça l'est pas du tout. Et des fois, des gens me disent, je sais pas ce que tu fous là, mais voilà. Mais le but, c'était être acteur de sa vie, personne ressource, et de s'engager à fond. Et je crois que pas mal de gens le font. Et voilà. Je vais pas Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de nos intervenants de cette matinée. Bougez pas, restez quelques instants.